poursuivre les progrès de l'ODD 4, qui est organisé par l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, que nous appelons aussi plus couramment IPE ou IIEP en anglais. Donc, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de ce cours spécialisé. Ce cours est en cours actuellement jusqu'à la fin mai et j'en profite pour saluer nos 44 participants de cette année. Alors, chaque année, en fait, c'est un cours qui est dispensé chaque année. Ce cours vise à développer, à renforcer des compétences en matière de suivi et d'évaluation des progrès pour l'atteinte de l'ODD 4 en utilisant les données d'évaluation des acquis scolaires de différentes sources. Alors, ce cours est dispensé actuellement en ligne de manière interactive pendant 9 semaines. Là, nous sommes en plein milieu de ce cours qui finira, comme je l'ai dit, fin mai. Il est dispensé en français et en anglais et nous abordons 4 grands thèmes. Le premier, à savoir quelles sont les différentes étapes du cycle de recherche sur les politiques éducatives et comment le concept de qualité de l'éducation est intégré dans ce cycle de planification. Et aussi, nous regardons les indicateurs associés au suivi et à l'évaluation de la qualité. Une deuxième partie de ce cours vise à regarder l'importance et la faisabilité des évaluations à grande échelle sur les acquis en tant qu'approche de suivi des apprentissages, en soulignant la nécessité d'avoir des données fiables, valides et comparables. C'est vraiment les trois grands mots. Enfin, nous abordons deux grands autres thèmes, à savoir l'utilisation de ces données d'apprentissage pour guider les politiques éducatives, mais aussi mieux planifier l'éducation. Et enfin, nous abordons aussi la question de l'agenda 2030. Qu'allons-nous rapporter comme résultat? Sommes-nous prêts à rapporter des résultats pour le premier indicateur de l'ODD 4, le 4.1.1, à savoir sur le seuil minimum d'apprentissage à l'aube de cet agenda. Alors, pour plus d'informations par rapport à ce cours, n'hésitez pas à consulter notre site web et aussi dans le chat, nous allons mettre des liens directs vers la note d'information de cette année. Et l'année prochaine, je crois, si je ne me trompe pas, ce cours sera programmé au premier semestre. Donc, comme je vous l'ai dit, ce webinaire est organisé dans le cadre de ce cours. En fait, tous les mardis, nous organisons des webinaires avec des invités experts abordant divers sujets importants liés à ce cours. Donc, c'est aussi l'occasion de poser des questions et d'échanger avec nos experts. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir des collègues du bureau de l'IPE à Dakar afin d'animer un webinaire que j'ai décidé d'ouvrir à tous, pas simplement aux participants du cours, mais à la communauté de l'éducation, à savoir le dialogue local pour une utilisation efficace des données des apprentissages. Mais avant de leur donner la parole, je vais donner la parole à Laura Pavio, ma collègue, qui est coordinatrice de l'offre régulière de formation de Paris, de l'IPE, et qui va nous donner un message de bienvenue de la part de Béatrice Pont, responsable de l'offre de formation globale de l'IPE, qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. Laura? Thank you very much, Stephanie. I will Merci beaucoup, Stéphanie. introduce myself in English. Je vais donc me présenter en anglais. Comme vous le savez, je m'appelle Laura et je suis coordinatrice de la formation habituelle à Paris, à l'IPE Paris. Ceci tout pour vous dire que nous lançons le campus mondial, le Global Campus, et les fondements du programme de la planification du secteur de l'éducation. C'est ouvert dès à présent. Et si vous voulez donc obtenir des connaissances et si vous voulez donc acquérir les compétences nécessaires pour devenir un planificateur efficace de l'éducation, ce programme, les fondements de la planification du secteur de l'éducation, est vraiment le programme fait pour vous. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'à travers ce programme,
vous serez à même de renforcer vos capacités et pas uniquement acquérir des connaissances, mais devenir également le planificateur le plus capable dans le domaine de l'éducation et ce faisant, avoir réellement un impact sur les capacités et les performances de votre propre organisation. Bien. La bonne nouvelle, c'est que les candidatures sont maintenant ouvertes. Ce programme ira de octobre 2024 à juillet 2025. Cela fait pratiquement 9 mois et il vous est proposé dans les deux langues, en anglais et en français. Donc, il est important de savoir qu'il est essentiellement conçu pour toute personne qui travaille en tant que personnel du ministère de l'Éducation ou d'autres instances gouvernementales, des ONG, des partenaires du développement qui sont également les bienvenus à nous rejoindre, y compris les consultants, ainsi que les responsables au niveau régional et local qui travaillent dans le domaine de la planification de l'éducation sont également invités à nous rejoindre. Le programme s'organise en 4 cours, chaque cours durant 8 semaines. Le cours numéro 1, l'idée est d'explorer la nature et l'évolution de la planification de l'éducation sur le terrain et d'identifier des politiques éducatives importantes de nos jours. Ce cours sera suivi par les données et les indicateurs de l'éducation et donner les compétences essentielles pour la construction et l'interprétation des données et des indicateurs utilisés dans les politiques de planification de l'éducation. Le troisième cours est basé sur une analyse du secteur de l'éducation qui se penche sur la méthodologie et également les outils nécessaires qui sont utilisés pour évaluer le contexte d'un système éducatif. Et enfin, le dernier cours a été conçu pour préparer un plan de l'éducation de façon à ce que les participants puissent proposer des objectifs concrets pour la planification du secteur de l'éducation qui ouvriront la voie aux réformes et également à la transformation de l'éducation. Les dates limites de candidature, la date limite est fixée à la fin juin et l'enregistrement se fait sur le site IPE. Je pense que Jiangchu inclut le lien pour que vous puissiez cliquer sur le bouton candidater et remplir le formulaire. Et également, nous sommes très heureux de dire que que les frais de scolarité ont été réduits de 60% grâce au soutien de nos partenaires. Donc, le coût total a été diminué et vous trouverez ces informations sur le site Internet. Terminer le programme avec succès vous permettra d'obtenir un diplôme de l'IPE portant sur la gestion et la planification du secteur de l'éducation et les fondements de la planification du secteur de l'éducation. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel, soit sur le site Internet, et nous attendons avec impatience de vous entendre. Donc, merci beaucoup et la parole est à vous, Stéphanie. Merci. Merci beaucoup, Laura, pour ces informations détaillées sur notre programme de formation de base. C'est très important et très pertinent. Et vous aurez toutes les informations, vous les trouverez sur le site Internet et vous pouvez également nous contacter. Laura, pour ta contribution à propos de cette offre globale et de la campagne. Donc, revenons un petit peu à notre webinaire qui va durer 90 minutes au total. Nous sommes déjà un peu plus de 205 participants. Donc, soyez tous la bienvenue. Donc, ce webinaire porte sur le dialogue local pour une utilisation efficace des données et des acquis. Nous avons décidé de l'organiser en 3 grandes parties. Une première partie qui porte sur les causes profondes de la sous-exploitation de l'utilisation de ce type de données en général. Peut-être ce n'est pas le cas dans vos pays, mais en général, c'est ce qu'on voit. Souvent, ces données ne sont pas complètement exploitées.
Et nous allons faire une analyse donc, de ces pratiques dans 6 pays via le programme d'appui au pilotage de la qualité de l'éducation en Afrique saharienne. C'est un gros programme qui est géré, qui est coordonné via notre bureau à Dakar de l'IPE. Ensuite, nous allons présenter dans une seconde partie l'initiative locale très innovatrice, si ça se dit en français, au Niger, Shawara Karatu, si je prononce bien, qui signifie dialogue et concertation sur l'éducation, donc qui présente une autre manière d'utiliser ces données au niveau local. Enfin, nous allons avoir une petite séance de questions-réponses. Alors, je sais que vous allez avoir énormément de questions. Ne vous inquiétez pas, nous allons tenter de répondre à vos questions. Si ce n'est pas possible, nous allons tenter d'y répondre dans les 48 heures par écrit. Nous allons vous envoyer tout ça. Une petite présentation de nos 3 collègues que vous voyez à l'écran avec Patrick Nkenge qui commencera la présentation donc, pour la première partie de ce webinaire, qui sera ensuite suivi par Émilie Martin, qui travaille aussi sur ce programme, et enfin Moussa Amani, qui est avec nous aussi pour soutenir les collègues, mais aussi parce qu'il participe à ce programme d'appui. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie à tous de votre participation, d'être venus aujourd'hui. Je vous encourage à profiter pleinement de ce webinaire pour enrichir vos connaissances et compétences dans ce domaine crucial de la qualité de l'éducation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons essayer d'y répondre. Et pour les participants de ce programme, je vous invite à utiliser Google Doc et j'en profite aussi pour vous saluer. Patrick, je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphanie, chères participantes, chers participants. Bienvenue à ce webinaire. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous un peu les résultats du programme que nous conduisons. Comme Stéphanie l'a dit, mon nom c'est Patrick Keigné. Je suis le responsable de ce programme d'appui au pilotage de la qualité de l'éducation et je suis basé au sein du bureau IPE UNESCO pour l'Afrique à Dakar au Sénégal. Pour aujourd'hui, nous allons avoir une présentation qui tourne autour des questions d'utilisation des données, notamment au niveau local, comment ces données peuvent impulser une forme d'appropriation des problématiques de l'éducation par les acteurs locaux dans un sens d'améliorer les apprentissages des élèves. Alors, nous avons une présentation qui est structurée autour de 3 points. Slide. Tout d'abord, je dirai un mot sur ce programme d'appui au pilotage de la qualité de l'éducation qui est le programme dont nous allons découvrir un aspect des résultats. Également, on va avoir 2 moments dont le premier parlera des obstacles à l'utilisation des données et le second a une approche pour essayer de surmonter ce problème d'utilisation des données. Tout d'abord sur le programme. Alors, sur le programme d'appui au pilotage de la qualité est né dans un contexte tout à fait connu, qui est celui de la crise des apprentissages ou de la pauvreté des apprentissages. On a observé que des pays ont, depuis plus de 20 ans, mis en œuvre des réformes, parfois très osées, pour l'amélioration de l'éducation, apporter à tous les enfants une éducation de qualité. Et malheureusement, les évaluations récentes à disposition, que ce soit faites par le PASEC ou par d'autres institutions du domaine de l'éducation, montrent que la grande majorité des enfants ne maîtrisent pas les connaissances fondamentales. Et donc, on se souvient que ces évaluations, en tout cas ces évaluations avec les résultats qu'ils montrent, ont permis de mener des analyses pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui influencent sur les apprentissages des élèves et que ces facteurs ensuite ont servi à élaborer les différentes réformes qui ont été conduites. Par exemple, quand on identifie que la certification des enseignants a un effet positif sur les acquisitions, que la disposition des ressources a un effet positif, que le temps d'apprentissage, s'il est élevé, ou alors s'il n'est pas réduit à cause, par exemple, du manque de motivation des enseignants ou d'autres causes, va être un élément déterminant. On peut se poser donc la question, comment les acteurs gèrent-ils
ces facteurs? Comment les acteurs du système gèrent-ils ces déterminants? Donc, ce sont un peu ces questions qui ont fondé le programme d'appui au pilotage de la qualité. Et donc, il a fallu, étant donné que les systèmes éducatifs ont une structure particulière, on a l'élève pour qui on travaille, pour qui tous les efforts éducatifs sont faits, qui se trouvent dans la classe au sein des écoles. Mais les décisions pour sa réussite sont prises aussi bien au niveau déconcentré des systèmes éducatifs qu'au niveau central du ministère. Et donc se pose la grande question, dans quelle mesure toutes ces décisions, toutes les actions engagées par les acteurs situés à tous ces échelons-là, dans quelle mesure sont-elles pertinentes? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Sont-elles coordonnées? Autrement dit, est-ce que ce sont des actions qui se complètent et non pas des actions qui s'étouffent, qui se neutralisent l'une l'autre? Et dans quelle mesure cela amène-t-il vers une éducation de qualité? Donc, c'est pour répondre un peu à ces questions que le programme d'appui au pilotage de la qualité a été créé et il adopte une approche particulière qui est vraiment de plonger dans le système éducatif, d'entrer dans la boîte noire du système éducatif en allant au plus près des acteurs, que ce soit au niveau de l'école, au niveau déconcentré, qu'au niveau central, pour analyser ce que les acteurs font. Donc, il y a un choix d'avoir une perspective différente sur la question de la qualité, c'est s'intéresser au rôle des acteurs et voir dans quelle mesure on peut améliorer l'efficacité de ces actions. Donc, il y a de l'observation en situation de travail, des entretiens avec les acteurs, croisés avec l'analyse de ce qui est attendu de ces acteurs, tel que mentionné dans leur document de travail. Vous voyez donc que c'est un programme qui, en cherchant à comprendre ce que font les acteurs, cherche à détecter les obstacles à l'efficacité de leurs actions dans un but ultime de rendre plus efficaces les acteurs. Donc, il s'agit un peu d'une transformation efficace de leur pratique professionnelle. Donc, ce programme a été conduit dans 8 pays et au moment où je vous parle, l'analyse a été réalisée de façon complète dans 6 pays et les résultats mis en œuvre sont disponibles sur le site du programme, un site qui existe aussi bien en français, en anglais, et mes collègues vont m'assister en vous partageant les liens de ce site-là dans le chat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur un résultat central, un résultat principal qui a été mis en évidence dans ce programme, qui est l'utilisation des données d'évaluation, obstacles et leviers d'amélioration. Slide. Donc, cette question de l'utilisation des données, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on voit que depuis que les pays sont engagés à offrir à tous les enfants une éducation de qualité, cela s'est accompagné de nombreuses évaluations réalisées au sein des systèmes éducatifs. On voit des évaluations de toutes formes, que ce soit internationales, des évaluations nationales ou même des évaluations locales, et il y en a de plus en plus en abondance. Pour vous donner une image, sur les environ 30 semaines que compte une année scolaire, on a vu qu'au Burundi, 8 de ces semaines étaient des temps que le système dédie à l'évaluation du niveau des apprentissages des élèves. Parallèlement, en conduisant cette analyse au Sénégal, on a vu qu'entre 2019 et 2020, il a été organisé au sein du système éducatif 5 évaluations des acquis des élèves, donc en seulement 2 ans. Donc, on voit qu'il y a une profusion de données issues des évaluations, mais on s'interroge toujours sur leur utilisation pour améliorer les apprentissages. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on arrive à voir que les systèmes éducatifs tirent quelque chose de ces évaluations dans le sens d'améliorer les apprentissages? Donc, c'est une question qui s'est posée lors du diagnostic dans les 6 pays et on a pu identifier un ensemble de causes profondes qui empêchent les acteurs d'utiliser les données pour l'amélioration des apprentissages. Slide. Donc, pour aborder un peu ces actions-là, je voudrais d'abord commencer par apporter une petite précision. Quand on parle de l'utilisation des données ici, c'est bien dans le sens d'améliorer les apprentissages parce qu'on sait que les données sont utilisées. Si on regarde, par exemple, une des publications de l'IPE sur l'IPE au cours des années 2022-2023, on voit qu'il y a à peu près 19 analyses et plans sectoriels qui ont utilisé, qui sont appuyés sur des données pour être élaborés.
Mais ce dont nous voulons parler ici, ce sont des données, d'abord, qui concernent des niveaux locaux, donc en dessous du niveau central, mais également des données qui soient pensées dans un sens d'organiser des rémédiations d'apprentissage des élèves. Pourquoi ça? Parce que le constat général est que la majorité des plans d'action des districts, des plans d'action régionaux, les plans d'action locaux, ne se fondent pas sur les données probantes. Quand on a analysé dans ces 6 pays ces plans d'action locaux, on a vu que ça n'était pas vraiment appuyé sur une analyse solide portant sur les données collectées au niveau local. On voit également que ces données qui existent, notamment les données d'évaluation, peuvent orienter les actions des inspecteurs, par exemple. Ils peuvent s'appuyer sur ces données pour identifier des priorités en éducation. Malheureusement, cela ne se fait pas. On a également constaté que dans certains cas, la situation de non-utilisation des données était telle que il n'était pas possible pour certains chefs de district de pouvoir identifier les écoles les plus en difficulté. Donc, on voit que on a cette masse d'informations qui existe et va continuer à se multiplier, mais d'un autre côté, on voit une certaine non-utilisation de ces données. En tout cas, il y a des obstacles à l'utilisation. Et là, on a pu mettre en évidence un certain nombre de raisons qui permettent, en tout cas, qui expliquent cette situation de non-utilisation des données. Donc, la première, c'était cette tendance générale à se contenter de rendre compte. Voilà. Dans les systèmes éducatifs, il y a une tendance à ne voir en des données qu'une façon de montrer à la hiérarchie qu'une activité qui était prévue a bel et bien été réalisée. Par exemple, on va transmettre des notes pour dire on a fait une évaluation. Voilà les notes. L'autre élément qui renforce un peu cette tendance à ne se contenter de rendre compte, c'est qu'on a aussi au niveau des responsables administratifs des niveaux déconcentrés, une tendance à voir dans tout ce rapportage que l'on fait aussi sur les données, c'est-à-dire toute cette façon de transmettre les données à la hiérarchie comme une charge de travail. Pourquoi une charge de travail? Parce que ces données sont envoyées, mais on n'a jamais de retour. Donc, c'est un peu comme si on fait un travail qui ne sert à rien. Donc, il n'y a pas pour eux-mêmes ce recul-là de penser que ces informations que l'on envoie, on peut les analyser nous-mêmes à notre niveau pour voir, pour améliorer en tout cas nos pratiques et nos interventions. Mais tout cela est aussi encouragé par le modèle de gouvernance qui règne dans les pays qui ont été analysés. Je rappelle que pour la plupart, ce sont des pays francophones d'Afrique. Et donc, on a dans ces systèmes-là une tradition très top-down, c'est-à-dire qu'on a un modèle de gouvernance descendant ou au niveau local, on attend des instructions du niveau central pour agir et quand ces instructions n'arrivent pas, on ne fait pas. Donc, la deuxième famille de raisons qui arrive, qui est un peu liée à ce que je viens de dire, c'est une absence de vision stratégique pour l'utilisation des données au niveau local. C'est-à-dire que quand on va regarder les mandats des acteurs situés sur toute la chaîne de l'éducation, il n'y a pas un acteur qui est responsabilisé pour analyser ces données dans le sens de retourner au niveau des écoles, des inspections, des districts, l'information utile pour la décision, les informations nécessaires pour les pousser à l'action. Donc, cela se matérialise notamment par un manque de motivation pour intégrer les données dans les processus de décision. Voilà, donc, on décide si on peut, sans se référer aux données, ou alors on attend simplement des instructions au niveau central. Mais également, on voit que les investissements dans le sens d'utiliser les données sont absents. C'est-à-dire que on n'a pas au niveau des structures locales du matériel, des outils, notamment des ordinateurs, pour gérer ces informations-là. Mais également, on n'investit pas sur les acteurs en termes de renforcement des capacités pour leur permettre d'être en capacité de gérer ces bases de données, d'analyser ces données et d'en tirer l'information utile. Plus encore, on n'a pas vu
au sein des systèmes éducatifs, des espaces de partage, des plateformes collaboratives où on peut discuter des données d'évaluation pour déjà prendre connaissance de quelles sont les véritables difficultés, où sont les problèmes, et ensuite prendre des décisions d'amélioration. Troisième famille de raisons, c'est celle qui est liée à la méfiance à l'égard des données d'évaluation. On a vu dans les systèmes plusieurs raisons qui peuvent pousser les acteurs à ne pas vouloir utiliser des données. Le premier, c'est un problème d'identification à ces données. Quand on mène dans un pays, par exemple, des évaluations nationales ou internationales, on a cette exigence d'être sur une approche standardisée, c'est-à-dire qu'on va administrer les mêmes tests et les mêmes tests à tous les élèves qui ont été ciblés. Mais quand on va échanger avec les acteurs plus au niveau école, certains vont vous dire, en réalité, on a abordé les tests, ces tests-là, sans tenir compte de leur niveau de progression dans l'année scolaire. Parce que chaque établissement scolaire suit sa progression dans l'année sur le programme scolaire. Certains commencent par le début du programme, d'autres commencent par d'autres aspects du programme. Et quand on fait le test, il n'est pas nécessairement sûr que toutes les écoles ont couvert tout le programme. Et donc, ils disent, si nos écoles ont de mauvaises notes, c'est aussi parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de progression dans le programme. Donc, ça rend un peu difficile l'utilisation de ces données pour intervenir au niveau local. Dans d'autres situations, c'est surtout la crainte de sanctions qui pousse les acteurs à falsifier les données, c'est-à-dire à reporter des données qui ne sont pas exactes. Soit c'est la crainte de sanctions, ou alors dans certaines situations, si ces données doivent mener à, j'ai envie de dire, accorder des avantages. Ça peut être par exemple des subventions à l'école sur la base du mérite, ou alors des ressources, par exemple la désignation du meilleur enseignant, de la meilleure école, dans tous les systèmes où on fait du classement. Alors les acteurs peuvent être incités à falsifier des données, et quand elles sont falsifiées, ils en sont conscients et donc rechignent à les utiliser. Un aspect également important, c'est que dans beaucoup de situations qui ont été rencontrées sur le terrain, les données d'évaluation ne sont pas stockées dans un format exploitable. La plupart du temps, ces données sont sous format papier, à l'exemple de l'image que vous avez à l'écran, où les inspecteurs, les directeurs d'école ont eux-mêmes écrit à la main les différentes notes qu'il y a. Il n'y a pas d'ordinateur pour les saisir. On sait que lorsqu'on travaille ainsi, à la main, on a le problème de commettre peut-être des erreurs. Slide précédent. Voilà, on peut avoir de commettre des erreurs. Vous avez par exemple sur l'écran, slide précédent, vous avez par exemple sur l'écran l'image où on voit qu'en écrivant à la main, le premier cercle en rouge, on a un nombre total de garçons, un nombre de filles, et quand on veut faire la somme, 4 et 15, la personne a voulu écrire 19, mais dans un moment de distraction, a écrit 29, ce qui n'est pas exact. Mais voilà, l'erreur est glissée et c'est ce qui va être utilisé pour les analyses par la suite si jamais elles sont faites. Donc, ce stockage sous la forme non appropriée a beaucoup de conséquences en termes de limitation de l'exploitation, mais également de beaucoup d'erreurs dans les données. Rien que sur cette page qui est en face de nous, on a déjà identifié 3 erreurs, donc imaginez plusieurs pages. Enfin, une dernière raison pour laquelle les données ne sont pas utilisées, slide suivant, c'est alors, j'ai déjà commencé à parler des données qui ne sont pas stockées de façon appropriée, mais également le fait de ne pas stocker les données le fait de ne pas disposer d'outils pour le stockage approprié des informations a une conséquence. Cette conséquence, c'est que travaillant à la main, on aura tendance à vite synthétiser l'information. Et donc, on va perdre en information. Si vous regardez, par exemple, les évaluations, on est capable d'avoir pour chaque élève son score. Mais quand on rapporte des informations en faisant des synthèses, par exemple, l'école, au lieu d'envoyer les notes de chaque élève par discipline à la hiérarchie, va se contenter d'envoyer les notes des différents niveaux d'enseignement. Par exemple, si dans une école, vous avez 2 classes de 3e année,
l'école ne va pas envoyer deux notes de classe, elle va envoyer une note qui synthétise le résultat des deux classes réunies. En ce faisant, on perd déjà de l'information parce qu'on ne peut plus savoir laquelle, quelle est la situation de chacune des classes et donc est-ce que les classes sont au même niveau ou bien méritent des attentions différenciées. Ça, on ne peut plus le savoir. Et plus on s'élève, plus les données sont synthétisées et plus on perd. Donc, le manque d'outils appropriés, notamment l'outil informatique, que ce soit des ordinateurs ou des tablettes, pour saisir ces informations-là, entraîne une perte d'informations et donc moins de possibilités de tirer des enseignements de ces données qui sont disponibles. On a encore en dessous le problème de l'image en bas à droite, le problème de stockage sous format papier où on voit que clairement, ce type d'information ne peut pas être stocké longtemps. Probablement que d'ici un an ou deux, on ne pourra plus dire quelle était la situation de l'école et on ne pourra pas suivre l'évolution des écoles parce qu'on aura perdu ces papiers qui sont pourtant quelque peu bien rangés au sol. Donc, voilà un ensemble de raisons, de causes pour lesquelles les données, pour l'instant, ne sont pas utilisées. Et peut-être avant d'aborder l'étape de discussion autour de, en tout cas de présentation de comment on peut faire pour améliorer cette situation-là, nous avons souhaité avoir votre sentiment à travers deux questions. La première, c'est parmi les obstacles à l'utilisation des données au niveau local qui ont été évoqués, que je viens de présenter, lesquels affectent votre système éducatif. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Les quatre raisons sont là. De même, pardon, on aimerait savoir, de votre point de vue, est-ce que dans votre contexte, vous connaissez d'autres obstacles à l'utilisation des données au niveau local qui n'a pas été abordé dans la présentation? Si oui, lequel? Donc, ces questions-là, on va essayer de recueillir votre avis à travers un pool, une petite enquête rapide que je vais laisser, je crois, Stéphanie ou Amanda diriger. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Patrick. Il est sur l'écran déjà. Vous avez le poll. Et n'hésitez pas à mettre la souris sur la question et également sur les réponses pour que vous puissiez voir aussi les deux langues pour les anglophones. On laisse un petit moment la question sur l'écran, comme ça vous avez le temps de répondre. Et aussi une précision, donc vous pouvez répondre pour votre système éducatif si vous travaillez dans un système éducatif bien précis, mais si vous travaillez pour une ONG ou une organisation internationale, vous pouvez aussi répondre pour votre zone d'intervention, votre région d'intervention. Merci, Émilie. Et je précise que ce pool est tout à fait anonyme. Ne vous inquiétez pas. Nous invitons à y répondre. On prend encore une petite minute. Voilà, vous avez deux questions. Il y a aussi pas mal de questions dans le chat pour après notre séance de discussion. Alors, le pool est dans les deux langues. The pool is in both languages, in French and English. In addition, on the screen, you can see the questions. Et vous pouvez également voir les questions à l'écran. There was some question about the fact that the Il pool y is in avait des French. questions. Le sondage est en français. La première partie est en français, suivie par la traduction en anglais. You can use your, Et vous pouvez utiliser votre souris. Ok. D'accord? Je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses. Voilà. Encore une petite minute et après,
On regardera les réponses et on les commentera après la présentation d'Émilie, si ça vous va, collègue. Oui, d'accord. Amaranta, veux-tu nous partager les réponses? Bien sûr. Normalement, vous pouvez voir les réponses sur l'écran. Je te laisse, si tu veux, Stéphanie, commenter sur les réponses que nous voyons pour la première et la deuxième question. D'accord. Sur la première question, je crois qu'une grosse majorité des participants ont surtout dit qu'il y avait une absence de vision stratégique pour l'utilisation des données au niveau local. Ouais, je pense que c'est assez, ouais, assez pertinent. Vous avez aussi ouais, juste se contenter à rendre compte, une méfiance à l'égard des données d'évaluation, c'est vrai, et le problème des données stockage. Ensuite, pour l'obstacle à l'utilisation des données, en principe, ils ont spécifié, mais là, je ne vois pas l'écran. Peut-être que toi, tu vois, Maranta. Oui, alors je le vois et donc on a une réponse qui dit carence au niveau de spécialité en matière d'évaluation. On a une D'accord. Bah, deuxième. peut-être tu nous partages ça en privé, on va regarder ça. Et en attendant, je vais laisser la parole à Émilie pour la suite de la présentation. Pas de souci. Merci. Donc, Émilie va prendre la parole. La Parfait. deuxième partie. Oups. Bonjour à tous et à toutes. Donc, à la suite de la présentation de Patrick, dans cette deuxième partie, l'idée c'est de vous présenter l'initiative Shawara Karatu, qui est une initiative qui a été développée et expérimentée au Niger dans le cadre du programme d'appui au pilotage de la qualité de l'éducation pour répondre à tous ces enjeux en matière d'utilisation des données au niveau local que Patrick a présenté. Donc l'idée, c'était de développer avec le système éducatif nigérien une approche pour renforcer l'utilisation des données au niveau local dans une optique précise d'améliorer les apprentissages. Donc, qu'est-ce que l'initiative Shawara Karatu? Shawara Karatu, c'est un terme en langue Haoussa, qui est une des langues parlées au Niger, et qui signifie dialogue et concertation sur l'éducation. Donc, comme son nom l'indique, l'initiative Shawara Karatu est pensée comme un forum de dialogue et de concertation organisé au sein d'un district, d'une commune ou d'une inspection, dans le but de permettre aux acteurs de la commune, du district ou de l'inspection de relever les défis en matière d'apprentissage à leur niveau, donc au niveau local, avec l'idée que ce forum de dialogue soit alimenté par une utilisation préalable des données. Donc, c'est une stratégie qui est pensée en 3 étapes. La première consiste à faire le point sur les données existantes au niveau du district. Donc, les responsables des districts rassemblent l'ensemble des données de l'éducation dont ils disposent, examinent ces données, les analysent pour en effectuer une analyse complète et disposer d'une forme de diagnostic sur l'état de la qualité de l'éducation au sein du district. Donc, la première phase consiste à développer un diagnostic sur l'état de la situation de l'éducation au sein du district avec une analyse focalisée essentiellement sur le niveau des apprentissages des élèves au sein du district. Une fois que ces données ont été compilées et analysées par les responsables de district, il s'agit d'organiser au sein du district un forum de dialogue et de concertation autour de ces données qui ont été analysées pour pouvoir partager ces analyses avec tous les acteurs qui sont touchés de près ou de loin par le domaine de l'éducation au sein du district. Donc l'idée, c'est de réunir une variété d'acteurs impliqués dans le domaine de l'éducation. Donc, ça peut aller des mairies, des districts, des inspecteurs, des représentants
des directions d'école, des représentants des enseignants, la société civile, mais aussi des chefs de village et des élus locaux. Donc, on réunit toutes ces personnes au sein d'un forum qui vise à leur présenter l'état de la situation de l'éducation et du niveau des apprentissages des élèves. Et ce forum permet à cet ensemble de personnes de discuter des analyses de façon ouverte et de tirer les conclusions nécessaires dans le but de développer ensemble, de façon collective et collaborative, un plan d'action pour améliorer les apprentissages au sein du district. Donc, c'est vraiment un forum qui a pour objectif final, la visée de ce forum, l'objectif de ce forum, c'est de sortir de cette discussion avec un plan d'action concret pour améliorer les apprentissages au sein de la localité. La troisième étape consiste à mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, il y a un comité de coordination de 2 ou 3 personnes qui est désigné pour suivre la mise en œuvre de ce plan d'action au niveau du district et aussi pour désigner de manière très précise les rôles et les responsabilités des acteurs du district pour mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, quels sont les points forts ou les valeurs autour desquelles ont été construites cette initiative? Donc, l'idée générale, c'était pour répondre à ce qu'on observait souvent, notamment au Niger, sur la question de l'utilisation des données, c'était de redonner une forme de pouvoir de décision et de pouvoir d'action aux acteurs du district pour agir sur les problèmes de l'éducation qu'ils rencontrent à leur niveau. Et donc leur permettre de tirer profit des données pour éclairer leur prise de décision au niveau local et développer des interventions contextualisées en fonction de leurs besoins. Donc l'initiative Shawara Karatu a été développée pour d'une part permettre aux acteurs du district de s'approprier les données de l'éducation du district. Ensuite, leur permettre de faire en sorte que ces données locales soient réellement exploitées et plus qu'elles ne fassent, qu'elles ne transitent au niveau du district, mais qu'elles restent au niveau du district pour les besoins du district, même si ces données sont toujours remontées à la hiérarchie pour les besoins du niveau central, mais vraiment faire en sorte que ces données restent aussi dans une forme exploitable au niveau local pour les besoins propres au district. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que ces données soient utilisées pour développer un plan d'action axé sur l'amélioration des apprentissages au niveau local. Et l'idée, c'est aussi que ce forum de dialogue et de concertation puisse initier la prise de décision et l'action au niveau local sans délai et sans être dans une posture d'attente d'orientation du niveau central. Et toute cette démarche a été développée selon l'approche PDIA, donc ce qui est l'approche d'adaptation itérative, dans le sens où l'initiative Shawara Karatu suit un processus cyclique avec des forums de discussion et de coordination qui sont planifiés à intervalles réguliers tout au long de l'année scolaire, en général chaque semestre. Et ces forums sont l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis, de partager le suivi et de faire le point sur la mise en œuvre du plan d'action qui a été défini, de réfléchir aux enseignements qui peuvent être tirés à la suite tout au long de la mise en œuvre du plan d'action. Et sur la base des dernières données et des retours d'informations, les intervenants affinent au fur et à mesure leur plan d'action, définissent de nouvelles priorités et fixent éventuellement de nouveaux objectifs pour les prochains forums de dialogue et de concertation. Donc, il y a vraiment, les Shawara Karatu sont vraiment pensés dans cette dynamique de amélioration continue où les données sont continuellement analysées pour adapter les plans d'action et les actions et tout ça dans le but d'améliorer les apprentissages. Donc, pour vous donner un peu une idée de la situation
avant et après l'organisation des Shawara Karatu dans les 2 districts pilotes. Donc, dans le cadre du programme, on a travaillé avec 2 districts, 2 communes du Niger. Les Shawara Karatu ont été expérimentés à 2 reprises. Et à la suite de l'organisation de ces forums de dialogue et concertation, on a remarqué que on est très rapidement passé d'une approche qui visait à, comme Patrick le montrait, utiliser les données uniquement dans un but de faire remonter une information à la hiérarchie, à plutôt une culture de prise de décision locale fondée sur les données. Dans le sens où, avant l'organisation des Shawara Karatu, lorsqu'on a conduit le diagnostic dans ces districts, on observait, comme Patrick le disait, que les districts avaient tendance à transmettre des synthèses, des données très générales à la hiérarchie, avec une forte perte d'informations dans les données qui étaient collectées, parce que assez peu de données restaient au niveau local et la plupart des données agrégées remontaient au niveau central. Et on observait aussi que les données étaient stockées dans un format qui était rarement exploitable et que c'était uniquement des synthèses calculées au format manuscrit. Après l'organisation des Shawara Karatu, il y a eu tout un travail visant à améliorer le processus de collecte, transmission et saisie des données pour s'assurer que les données qui sont disponibles au niveau des districts soient effectivement des données fiables, des données de qualité et des données qui puissent être analysées et exploitées de façon immédiate et de façon assez directe et assez simple. Donc, il y a eu tout ce travail de travailler sur les formulaires de collecte de données pour qu'ils soient mieux adaptés aux besoins en matière de données au niveau du district. Et il y a également eu tout un travail visant à améliorer les formats de stockage des données pour qu'ils soient stockés de manière harmonisée. Cela a permis du coup d'avoir au niveau, on est passé d'une situation où on avait des données papier peu exploitables à une situation où on avait des données de qualité fiables et dans un format facilement analysable. Ensuite, avant l'organisation des Shawara Karatu, on observait que les districts avec lesquels on travaillait étaient souvent incapables d'identifier les écoles les plus en difficulté de la région ou de la commune. Lorsqu'on a fait tout ce travail d'analyse des données avec eux, les districts étaient ensuite en mesure de pouvoir identifier les écoles qui étaient les plus en difficulté et qui méritaient des actions prioritaires. L'organisation du forum de dialogue et consultation a permis aussi de discuter de manière collective des causes profondes des résultats qui étaient identifiés dans l'analyse des données. Donc, les Shawara Karatu permettent vraiment cette discussion collective pour que chacun puisse s'approprier les résultats et les enjeux qui ressortent des données et trouver ensemble les façons de les adresser. Avant l'organisation des Shawara Karatu, il y avait également, on voyait qu'il y avait également aucune possibilité, l'existence d'aucun forum ou plateforme de dialogue autour de la situation de l'éducation au sein du district. Et donc, les Shawara Karatu permettent d'organiser de façon régulière ces forums de dialogue et concertation pour que tout le monde se sente concerné par cette problématique et que tout le monde puisse agir à son niveau. On observait aussi, avant l'organisation des Shawara Karatu, que les communes développaient des plans d'action communaux qu'ils étaient obligés de transmettre à la hiérarchie. Mais quand on analysait ces plans d'action communaux étaient en général rarement fondés sur des données probantes. Donc, après l'organisation des Shawara Karatu, on a travaillé avec les districts pour que des plans d'action puissent être développés sur la base de données probantes et aussi que ces plans d'action soient développés de manière consultative, collective, avec tous les acteurs du district. Et aussi, on se rendait compte que les plans d'action qui étaient développés avant étaient rarement mis
rarement effectivement mise en œuvre du fait que personne n'avait la charge de suivre la mise en œuvre de ces plans d'action. Et ici, avec les Shawara Karatu, on s'est rendu compte de l'importance vraiment de désigner un comité de coordination qui est chargé de suivre la mise en œuvre effective du plan d'action qui a été développé par la commune. Et donc tout ça pour dire que c'est aussi une solution qui permet en quelque sorte de renforcer les pratiques de pilotage des districts grâce à une approche basée sur l'apprentissage par la pratique, parce que tout le processus de Shawara Karatu permet de renforcer les capacités à diagnostiquer la qualité de l'éducation au sein du district, renforcer la capacité à définir un plan d'action pour le district, renforcer la capacité à assurer le suivi de la mise en œuvre de ce plan d'action et enfin renforcer la capacité du district à assurer le suivi et l'évaluation du plan d'action qui est mis en œuvre. Donc, il y a vraiment aussi cette idée de renforcer le leadership des districts et les capacités du district dans toutes ces étapes clés de la planification éducative. Donc ici, juste un petit point sur les principaux défis qu'on a identifiés tout au long de la mise à l'essai de cette initiative. Donc on a distingué les défis qu'on a identifiés avant l'organisation du forum, les défis identifiés pendant la conduite du forum de dialogue et de concertation et les défis identifiés après le forum de dialogue et de concertation. Donc, avant l'organisation du forum, le principal défi qu'on a rencontré, c'était que les responsables de district nous disaient et nous affirmaient qu'ils avaient toutes les données disponibles et nécessaires pour organiser un forum de dialogue et de concertation. Mais après une analyse plus approfondie avec eux au sein du district, on s'est très vite rendu compte qu'ils pensaient avoir les données parce qu'ils manipulent ces données pour les transmettre à la hiérarchie, mais qu'en fait, ces données n'étaient pas du tout dans un état exploitable, parce qu'elles étaient au format papier, parce qu'elles n'étaient pas assez désagrégées, pour les diverses raisons que Patrick a mentionnées plus tôt. Donc, avant de pouvoir organiser ce forum de dialogue et de concertation, il y a eu vraiment un travail important de repenser les modalités de transmission, de stockage et d'analyse des données pour améliorer leur fiabilité et leur qualité. Donc, ça, c'était une étape très importante du travail pour rendre ces modalités de transmission, de stockage de données beaucoup plus fiable et que ces modalités de stockage de données rentrent dans les routines de travail des districts. Donc ça, c'était le premier point et le premier défi qu'on a rencontré. Ensuite, pendant l'organisation du forum de dialogue et de concertation, on s'est très vite rendu compte de l'importance de devoir désigner une personne pour animer les discussions au sein du forum de dialogue et de concertation, mais que les qualités de l'animateur étaient décisives en fait, parce qu'on se retrouve avec des personnes avec des profils très variés, des points de vue aussi sur ce qu'il faudrait faire ou des points de vue sur les analyses très variés. Et donc, l'importance des capacités d'animation de ce dialogue et de concertation sont vraiment cruciales pour que ce dialogue se conduise dans le respect mutuel déjà et qu'on veille à maintenir les discussions dans l'objectif de définir un plan d'action collectif pour le district. On s'est très vite rendu compte que s'il n'y a pas cet animateur qui cadre un peu les discussions peuvent être très vite aller un peu dans tous les sens, et aussi qu'il y a certains acteurs, on est dans des systèmes éducatifs qui sont souvent très hiérarchisés, et qu'il y a certains acteurs qui ont tendance à imposer leur point de vue ou monopoliser la parole. Et donc, il y a vraiment ce besoin de rester dans une dynamique très horizontale, de respect mutuel, de bienveillance, pour être en mesure d'arriver à un consensus sur un plan d'action pour le district. Ensuite, une des difficultés aussi qu'on a rencontrées, c'est qu'on s'est rendu compte que définir un plan d'action, c'est quelque chose que les districts n'avaient pas nécessairement l'habitude de faire et qu'il était assez difficile pour eux de définir des actions très concrètes qui sont à leur portée
pour améliorer les apprentissages sans nécessairement attendre quelque chose de la hiérarchie. Donc l'idée et la consigne dans ces dialogues de concertation, c'était qu'on doit sortir de là avec des actions concrètes qui puissent être mises en œuvre dans les 3 ou 4 mois qui suivent et qui puissent être mises en œuvre par le district, par les acteurs du district eux-mêmes, pour qu'ils ne soient pas dans une posture d'attente que quelque chose se passe qu'il y ait une décision qui se prenne au niveau de la hiérarchie, mais qu'ils aient une forme de pouvoir d'action sur la situation de l'éducation. Et il y avait aussi la difficulté à identifier au niveau du district des sources de financement pour mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, il a fallu travailler sur tous ces aspects-là. Et ensuite, une des difficultés qu'on observe après l'organisation de ce dialogue, de ce forum de dialogue, c'est la nécessité de définir un comité restreint de coordination pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action qui a été défini, au risque que entre deux forums de dialogue et de consultation, il ne se passe rien. Donc, s'il n'y a pas un comité restreint de coordination qui suit et qui accompagne la mise en œuvre du plan d'action, la mise en œuvre risque d'être vouée à l'échec. Donc, pour terminer, ici juste quelques témoignages de bénéficiaires, de personnes qui ont participé à ces Shawara Karatu. On a un témoignage d'un inspecteur de l'enseignement primaire de la commune de Ndunga, qui est l'une des 2 communes qui a organisé ces Shawara Karatu, et qui dit: avec les Shawara Karatu, nous avons identifié toutes les écoles et les classes en difficulté, notamment dans les apprentissages fondamentaux. Le partage avec la communauté est très important pour qu'elle sache ce qui se passe dans chaque école. Une fois les résultats partagés, tout le monde peut agir. Ensuite, il y a un autre témoignage du directeur général pour la promotion de la qualité de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale au Niger, qui dit c'est une approche convaincante. Habituellement, nous analysons ce qui ne va pas, puis nous concluons que les choses ne fonctionnent pas, mais les solutions aux problèmes sont partout. Il faut chercher les bonnes pratiques et à chaque acteur a un rôle à jouer. C'est une approche fédératrice qui inclut les élus locaux et tout le monde se rassemble autour des intérêts communs avec des solutions à portée de main. L'IPE ne vient pas nous imposer des solutions. Mon intention est de déployer cette initiative à l'échelle nationale. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Donc comme pour Patrick, on vous propose de récolter un peu vos avis. On va relancer un pool de questions. Donc on a préparé 2 questions. La première, c'est dans votre système éducatif, existe-t-il des forums de dialogue et de concertation au niveau local centrés sur les résultats des évaluations des élèves? Oui ou non? La deuxième question, c'est: est-ce que l'approche soutenue par l'initiative Shawara Karatu pourrait être appropriée pour votre système éducatif ou votre zone d'intervention? Oui ou non? Et ensuite, la troisième et dernière question, c'est: selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus pour renforcer la pertinence et l'efficacité de cette initiative? Donc, Amaranta, je te laisse lancer le pool. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Voilà, normalement, vous pouvez voir le pôle sur votre écran. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les 2 langues. Donc, il y a d'abord le français et ensuite, il y a l'anglais. Et si jamais vous n'arrivez pas à le voir, utilisez votre souris. Vous mettez la souris sur la question ou sur la réponse. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les 2 langues. Voilà, on laisse quelques minutes pour que la plupart puissent répondre à ce pôle. Merci beaucoup, Amaranta. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour répondre aux questions posées par Émilie. En attendant, je souhaiterais vous remercier. Vous étiez extrêmement actifs sur le chat. J'espère que nos collègues Patrick et Moussa ont pu lire un petit peu. En tout cas, tout le monde apprécie vraiment votre présentation et aussi de cette belle initiative d'exploitation d'une meilleure utilisation des résultats des données par les acteurs locaux. J'ai récolté quelques questions de la part des participants de ce cours
que je vais partager avec toi après, Émilie. On va laisser encore un petit peu de temps aux participants de répondre. Voilà. Nous avons combien de personnes qui ont répondu à Maranta? Alors, pour l'instant, 32 personnes ont répondu. D'accord. On va laisser encore une petite minute. Et ensuite, si on peut partager les réponses à l'écran. Je ne sais pas si le premier pool, nous avions partagé les résultats à l'écran. Oui, tout à fait. Normalement, tout le monde a Ah pu oui, voir les réponses. Oui, on fera la même d'accord. chose pour celui-là. Si tu veux, on donne quelques minutes. Il n'y a que 37 personnes, 52 personnes, pardon, qui ont répondu. D'accord. Peut-être qu'on va laisser encore quelques instants. Et sinon, vous dire que toutes les informations donc, liées à ce programme d'appui sur le pilotage de la qualité, les rapports, les documents sont disponibles sur le site web de l'IPE. D'accord. Je crois que Yanju avait, les collègues avaient partagé le lien dans le site, dans le chat, pardon. Donc, si vous voulez accéder à des rapports, c'est vraiment très, très bien fait. Ah oui, je crois que Patrick Guinguet a partagé. Voilà. Euh, c'est vraiment très complet. Ça fait combien de temps que le programme existe, Émilie? Ah, ça fait plus de 5 ans. Il a été lancé en 2018, donc 2018, 6 ça ans. fait 6 ans. Oui, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que le site web qui a été partagé donc, par Patrick, il est vraiment très, très bien fait aussi, très, très riche. Il y a beaucoup d'informations. Voilà. Voilà. Alors, peut-être qu'on va voir les résultats. Je te propose, Maranta, de partager avec nous. Oui, merci Stéphanie. Donc, normalement, vous pouvez voir les résultats. Alors, pour la question 3, je te le partagerai si tu veux directement sur le chat parce qu'il y en a beaucoup de réponses vu que c'est une question ouverte. Mais voilà, vous pouvez D'accord. voir les deux premières sur l'écran. Ok. Donc, la première question, existe-t-il des forums de dialogue et de concertation au niveau local, donc centrés sur les résultats de l'évaluation des élèves? Donc là, nous avons 54 euh, personnes sur 86 ayant répondu, donc une grande majorité qui ont dit non, ça n'existe pas. Ou en tout cas, pensent que ça n'existe pas. Et sur la deuxième question, est-ce que l'approche soutenue par l'initiative Shawara Karatu est appropriée, pour être appropriée? Et une grosse majorité, oui, 90% dit oui. Vous voulez commenter, Patrick, Émilie ou Moussa, ces résultats? Bon, peut-être on peut du coup lancer les discussions, mais moi ce qui m'intéresserait, ce serait peut-être les personnes qui ont répondu oui pour la première question. Donc, existe-t-il dans vos systèmes éducatifs des forums de dialogue et de concertation au niveau local centrés sur les résultats des élèves? On serait ravis de pouvoir vous écouter et échanger avec vous pour voir un peu en quoi consistent ces forums de dialogue et de concertation centrés sur les résultats, comment ils fonctionnent, etc. Donc, si une personne a répondu oui, on serait ravis de pouvoir vous écouter là-dessus pour un peu comparer les approches, savoir dans quelle région ça se passe, dans quel type de pays. euh, voilà. Mais je pense qu'on peut lancer la discussion puisque la présentation est terminée. D'accord. Euh, voilà. Un peu Oui, aussi. Stéphanie, je peux Ah, intervenir en lien avec ces résultats? oui, Ok, oui, en fait, on voit que quand on a posé la question, est-ce que cette approche des Shawara Kratu, qui est dialogue et concertation sur l'éducation, est appropriée pour votre système éducatif ou bien votre zone d'intervention? On a une grande majorité qui disent oui, et je crois que ça répond à une question qui a été posée dans le chat, à savoir comment est-ce que cette initiative est duplicable, que ce soit au Niger, dans d'autres communes, mais ou bien pour d'autres pays qui seraient intéressés. Donc, en fait, c'est pour dire que effectivement, en termes d'approche, c'est quelque chose qui est possible à mettre en œuvre, que ce soit au Niger pour
et une mise à l'échelle parce que c'était cette réflexion qui était en train d'être faite au Niger quand les activités se sont arrêtées. Et donc, le ministère était en train de réfléchir à cette initiative qui a marché dans les deux communes. Bon, pour rappel, c'est les communes de Ndunga et Hamdallah. Et comme ça a réussi, le ministère était en train de voir dans quelle mesure mobiliser des fonds, des financements et l'intégrer dans le plan d'action du ministère. Donc, c'est pour dire que juste pour préciser, pour la phase pilote qui a été menée, qui nous a montré ses résultats, cette phase pilote a été financée par l'AFD. Mais à la fin de l'expérimentation, le ministère devrait réfléchir à des financements, et notamment en synergie avec les actions qui sont déjà mises en œuvre. Et donc, en termes de duplicabilité ou bien de capitalisation de cette initiative pour d'autres pays ou bien pour d'autres communes, vous voyez que là, c'est la démarche vraiment qui est à utiliser, la démarche en trois étapes. Dans un premier temps, et faire un état des lieux de toutes les données disponibles, y compris les données qualitatives, parce que ce sont aussi des données très riches. Mais après, analyser ces données, identifier les problématiques et du contexte local, parce que ce sont des problématiques qui diffèrent d'une localité à une autre. Et ensuite, sur la base des causes profondes que les acteurs vont analyser, identifier, proposer des actions concrètes, toujours et en synergie avec le contexte, en fait, en tenant compte de- des partenariats locaux disponibles, des fonds disponibles au niveau local, mais aussi de ce qui est possible à mobiliser par la localité. Donc, c'est vraiment cette démarche qui peut être dupliquée et capitalisée pour d'autres activités dans d'autres pays. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Euh, Peut-être je vais commencer avec des questions, chers collègues. Oui, d'accord. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Il y a eu un moment de commentaires pour vous féliciter que c'est une très très belle initiative d'exploitation des données. Je pense que tout le monde a trouvé extrêmement intéressante la démarche euh, et de voir comment ça s'est passé au Niger au niveau local. Et je pense que ça nous a rappelé pas mal de souvenirs aussi, nous, acteurs de l'éducation, à ce sujet-là. Alors sinon, je vais commencer par des questions de nos participants. Donc, nos participants pouvaient poser des questions via Google Doc, notamment Bonaventure du Burkina, qui vous félicite pour la présentation et aussi qui vous demande, est-ce qu'il y a eu des actions de renforcement des capacités au profit des acteurs clés qui conduisent l'initiative? Ça, je crois que c'est une question qui revient assez souvent, hein, lorsque nous Mhm. avons discuté de ce programme en interne ici à l'IPE. Euh, Quel type de renforcement des capacités? Et aussi, moi j'avais une question par rapport à l'initiative du Niger, peut-être vous l'avez mentionné, mais combien de temps est-ce que cela a pris euh, de conduire cette activité dans les deux communes? Et ensuite, hein, il y avait aussi une deuxième question, toujours par rapport aux ressources financières. C'est à savoir, est-ce que vous avez apporté un appui financier au district pour l'organisation des forums de dialogue et d'autres activités qui nécessitent quand même des ressources financières? Ou alors, les activités sont réalisées avec des ressources endogènes, avec d'autres ressources en interne. Et là, Bonaventure nous dit qu'il semblerait que ce forum un peu similaire existe déjà au Burkina, Ah, super. On serait ravis de avec éventuellement l'appui en de savoir JICA. plus. Voilà. Ok. Je vous laisse la parole. Oui, il y a aussi quelqu'un Super. qui a annoncé qu'il y avait une approche similaire en Afrique du Sud, donc Mhm. c'est noté. Oui, peut-être je peux commencer à donner quelques éléments d'information aux questions et puis Moussa et Émilie vont compléter. Donc, en termes de renforcement des capacités, en fait, le programme est élaboré de sorte à accompagner, du moins, le travail est fait par une équipe nationale désignée par le ministère de l'Éducation.
Donc, c'est avec cette équipe-là que la réflexion est menée et un renforcement des capacités est fait dans une approche que nous appelons learning by doing ou bien hybride. C'est-à-dire qu'on a des moments de discussion et d'échange avec l'équipe sur les enjeux, sur les questions à analyser. Et après, avec eux, on s'accorde sur comment on va l'aborder et on va sur le terrain le faire ensemble. C'est-à-dire que c'est surtout eux qui sont sur le terrain, nous, on les accompagne. Donc, ça veut dire qu'on a un peu cet alliage entre théorie et pratique qui est en action dans le déroulement du programme. Donc, c'est cette forme d'accompagnement qu'on fait et c'est cela qu'on essaye de promouvoir parce qu'on a vu des bénéfices vraiment importants. Vous savez, quand on discute avec des acteurs sur les aspects théoriques, un peu qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain, à chaque fois quand ils sont sur le terrain, la sensation est toujours différente parce qu'il y a justement quelque chose qui les marque par rapport à ce qu'ils ont vu et ça a besoin d'être pris en compte. C'est pour ça que l'alliage entre théorie et pratique est important parce qu'on pense, on va exécuter, on revient, on en discute et puis on y retourne. Donc ça, c'est le premier cas. En lien avec cela, le temps que cela a mis. Il faut savoir que le programme, créé en 2018, comme l'a dit Émilie, était dans sa phase d'essai, c'est-à-dire qu'on faisait le programme de façon exploratoire. On ne savait pas sur quoi on allait tomber et on avançait progressivement avec les équipes. Donc, nécessairement, ça a pris un peu de temps déjà pour faire ce travail de Shawara Karatu, développer cette initiative. Il a d'abord fallu faire une étape diagnostique qui a montré que c'était un enjeu pour le pilotage de la qualité. Ce travail prend à peu près 9 mois de diagnostic. 9 mois pour véritablement se rendre compte que c'est un axe sur lequel il faut travailler. Maintenant, travailler sur l'initiative Shawara Karatu lui-même, la réflexion sur sa conception a pris à peu près 4 mois avec les équipes nationales dans le pays. Mais par contre, nous, on a choisi de faire d'abord un essai, une expérimentation de façon pilote de ce qui a été conçu avant de valider la solution. Donc, l'idée était de voir que ça peut fonctionner et également de voir quelles sont les conditions pour leur généralisation. Donc, on a dû se donner l'opportunité de faire au moins 2 initiatives Shawara Karatu dans la même commune. Et donc, les communes de Dunga et Hamdallah, ça fait un total de 4 sessions qui ont été organisées. Et pour ça, ça a pris un an. Donc, 4 mois de conception, un an de mise en œuvre et d'apprentissage pour pouvoir valider la solution. Donc, si aujourd'hui, on a parlé de réplicabilité de la solution, j'ai vu certains acteurs reconnaître que ça pouvait être, la démarche peut être reprise dans le pays. Si aujourd'hui, on devait le faire, compte tenu de ce qu'on a déjà balisé le terrain et qu'on a beaucoup d'informations qui sont déjà maîtrisées, développer, essayer de travailler avec un pays pour adopter la même démarche prendrait moins de temps. Le développement pourrait prendre 2 mois parce qu'on a déjà toutes les étapes qu'on sait à peu près sur quoi il faut travailler. Et après l'expérimentation, on ne peut pas le comprimer. Et c'est sur une année scolaire, il faut au moins 2 sur une année scolaire pour voir quelles sont les capacités du système à le réaliser effectivement. Et personnellement, je recommanderais fortement cette étape d'expérimentation parce que quelle que soit la beauté ou la cohérence de ce qui est écrit sur papier, on a toujours à l'expérimentation des éléments nouveaux qui entrent en compte que si on n'a pas considéré, ça peut bloquer l'initiative. Et j'ai beaucoup aimé les questions sur les aspects financiers parce que ça a été véritablement un enjeu. Il y a 2 volets à cette question. Déjà, pour le cas du Niger, comment ça a été financé? Donc, ça a été financé par le programme d'appui au pilotage de la qualité. Donc, toutes les réflexions et les séances ont été financées parce qu'on avait aussi besoin de savoir combien ça coûte. Il fallait le savoir, on avait aussi ce besoin-là. Maintenant qu'on le sait, on peut discuter avec les pays. Donc, il y a un choix très clair qui a été fait pour que l'initiative entraîne le coût le plus faible possible, parce qu'on sait que si c'est un coût élevé, les pays auront du mal à le reproduire, d'autant plus que dans un cas comme celui du Niger, on a plus de 200 districts dans le pays. Donc, il a fallu le limiter. Là, je vais parler sous le contrôle de Moussa. Je pense qu'on a réussi à avoir le coût pour une Shawara Karatu qui est de l'ordre de $2000. Ça, ce sont les coûts directs, c'est-à-dire les coûts pour que cette session-là se passe. On n'a pas intégré dedans les coûts indirects, par exemple, quand vous déplacez les enseignants, les directeurs d'établissement scolaire, les inspecteurs, les acteurs au niveau central à ces lieux-là, forcément, c'est aussi le temps de travail qui est
à considérer. Ce n'est pas pris en compte, mais c'est des coûts directs. C'est à peu près $1 000, $2 000 l'organisation d'une shawara karatu. Ça, c'est ce que nous avons fait. Et cela a permis au pays de s'engager à généraliser l'approche parce que ils avaient des financements de leurs partenaires sur plusieurs projets. Et donc, ils ont initié une réflexion sur un schéma de mise à l'échelle intégrant des financements, d'abord des PTF, mais dans l'idée également que ça devienne des financements nationaux par la suite. Donc, c'était pensé dans ce sens-là. Ce qui a été peut-être plus important, Émilie l'a souligné, j'aimerais vraiment revenir là-dessus, c'était cette tendance à avoir des idées très claires sur les actions qu'on voudrait engager pour résoudre certains problèmes. Et lorsque ces actions avaient une implication financière, les acteurs étaient, j'ai envie de dire, démunis quant à comment trouver ces ressources-là. Ils ne savaient même pas vers qui se tourner. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est un partenaire qu'ils ont? Quels sont les mécanismes à disposition pour pouvoir demander des ressources publiques pour exécuter ces actions-là? Donc, parfois, ce n'est pas simplement une question de manque de ressources qui va être le problème, mais c'est aussi une capacité d'accéder à ces ressources au temps voulu, au temps nécessaire. Parce qu'on a affaire à des ressources publiques, il y a des procédures pour les décaisser, et donc on ne peut pas simplement se pointer un jour et dire, voilà, on veut telle activité, il faut des ressources. Il y a des schémas à suivre, et on a bien vu que ce n'était pas des schémas maîtrisés au niveau local. Et ça a permis également de commencer à identifier j'ai envie de dire, une espèce de carte de compétences, une espèce d'éléments sur lesquels il y aurait besoin, dans un schéma de généralisation, de renforcer les compétences des acteurs au niveau local pour que cela se passe bien. Que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de capacité à mener des analyses, ou même en termes de, justement, budgétiser des actions et comment se tourner vers des sources de financement. Voilà un peu des premiers éléments d'information que je peux donner. Si Moussa et Émilie peuvent compléter. Merci. Non, je pense que c'était assez complet. Si je peux revenir sur un point, c'est la question du renforcement de capacité. Dans le programme, on est vraiment sur une dynamique de apprendre en faisant, comme disait Patrick, mais aussi de développer une initiative et de l'expérimenter à petite échelle. Et c'est vraiment cette expérimentation à petite échelle qui va permettre d'identifier les compétences à renforcer. Donc, on ne part pas d'un a priori sur les compétences qu'il faudra renforcer, mais c'est vraiment en faisant qu'on s'est très vite rendu compte que, par exemple, au sein du district, il n'y avait personne qui était désigné pour analyser les données. Donc là, devant le fait accompli, on discute avec le district et on regarde, bon voilà, qui est le plus à même de faire cette analyse de données, qui sera le responsable au sein du district de cette analyse de données, et c'est cette personne-là alors qui va être, dont les compétences vont être renforcées en fonction de la situation. Donc c'est vraiment, on apprend en faisant, et les compétences à renforcer sont identifiées tout au long de l'expérimentation de l'initiative, tout comme les équipements nécessaires à apporter, les ressources nécessaires, tout ça est défini au fur et à mesure de l'expérimentation, on va dire. Je vais juste ajouter quelques exemples en termes de renforcement de capacité. Il y a eu un renforcement une amélioration de la circulation de l'information à travers l'initiative. Nous nous sommes rendus compte, ou bien les acteurs se sont rendus compte, en tout cas des failles ou bien des aspects qu'il faut améliorer dans cette circulation de l'information depuis euh, la collecte, déjà les outils de collecte d'informations, l'envoi et des outils de collecte de retour des données, mais aussi après le retour d'informations vers les acteurs. Donc, cette circulation d'informations a été améliorée par les acteurs. Également, l'initiative a permis de voir comment améliorer la qualité des données, parce que c'était aussi une problématique au Niger. Et comment on a des données qui sont des fois falsifiées pour des raisons que je pense Émilie avait énumérées. Mais donc tout ça aussi s'est amélioré.
Il y a également l'élaboration des plans d'action par les acteurs. Ce sont des activités auxquelles ils ne sont pas habitués à faire, se réunir. Déjà, cette multiplicité d'acteurs qui se retrouvent, mais aussi identifier des actions concrètes qui peuvent régler les problèmes identifiés. Donc, ce point aussi a été renforcé. Et donc, tout ce qu'Emilie a dit aussi sur d'autres compétences identifiées à renforcer si on veut que l'initiative sur l'utilisation des données fonctionne. Merci beaucoup, Patrick, Émilie et Moussa. Vous avez répondu à pas mal de questions qui étaient posées aussi dans le chat. Et il y a eu beaucoup de réactions. Donc, il y a d'autres pays d'autres participants qui ont mentionné leur pays qui avait ce type de forum en cours. Peut-être des versions un petit peu plus light. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger, comme au Cameroun, au Kenya, etc. Alors, il nous reste que 8 minutes avant la fin de ce webinaire passionnant. Il y a énormément de questions. Il y avait beaucoup de questions sur comment on peut participer, reproduire. Bon, vous avez répondu un petit peu à la question, mais j'invite vraiment les participants à aller sur le site web et à vous contacter après directement. Moi, j'avais une question par rapport aux autres pays qui ont participé à ce programme d'appui. Et donc, est-ce qu'il y a des résultats intéressants par rapport aux cinq autres pays avec lesquels vous avez travaillé? Il nous reste que quelques minutes, hein. Donc, est-ce qu'il y a des résultats clés que vous souhaiterez nous partager? Et aussi, je me posais la question, est-ce que les participants de ces 6 pays se sont vus? Parce que nous avons une particularité quand même ici à l'IPE, c'est de travailler au niveau global, au niveau régional. Nous avons une très, très grande expertise à ce niveau-là, pas simplement au niveau national, mais nous travaillons aussi avec tous les pays. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y avait eu aussi des partages d'expériences entre les 6 pays? Et après, je vais conclure la séance. Je vous remercie. Want me to Patrick, start? tu vas commencer. Alors, oui, Vas-y. il y a, alors les diagnostics, comme je l'avais annoncé, ont été terminés dans 6 sur les 8 pays et ils ont montré des éléments fort intéressants. L'un des éléments qui marque, c'est vraiment cette idée que l'un des premiers problèmes des systèmes éducatifs, c'est les difficultés qu'ils rencontrent à mettre en œuvre ce qui est planifié. On a vu que c'était un peu constant dans tous les pays, bien que les pays aient des niveaux différents de pilotage de la qualité, bien qu'ils soient des stades différents dans les capacités de piloter, il y a une constance. Tous les pays rencontrent des problèmes dans la mise en œuvre de ce qu'ils ont planifié. Conséquence, ils n'apprennent pas des décisions passées et ont du mal à orienter les décisions futures, qui parfois même on répète les erreurs à travers le temps. Ça, c'est un résultat fort sur lequel le programme est arrivé. Et étant donné que le programme a été à l'intérieur du système pour comprendre un peu les causes profondes de tous ces éléments de difficulté, il est ressorti avec 6 éléments prioritaires. Nous appelons ça 6 thématiques prioritaires sur lesquelles il y a besoin de faire un travail pour améliorer le pilotage de la qualité. Et justement, à l'heure actuelle, il y a il y a 4, pardon, il y a 4 de ces axes qui sont en train d'être travaillés de façon expérimentale par des pays dans l'optique de partager les expériences et que ça aide. Le premier, c'était la question de l'utilisation des données. Donc, c'est le Niger qui a été le terrain d'expérimentation de cette problématique, cette thématique. La deuxième thématique qui est ressortie fortement, c'est toutes les questions concernant l'accompagnement pédagogique. À l'heure d'aujourd'hui, les systèmes misent beaucoup sur l'encadrement des enseignants, soit par des cellules pédagogiques, soit par des visites des classes et d'écoles, pour améliorer la qualité, améliorer les enseignements et par suite la qualité. Mais quand on interroge les acteurs sur toute la chaîne de l'accompagnement pédagogique, tous sont insatisfaits et tous déclarent que ces systèmes sont inefficaces, que ce soit l'enseignant, le directeur d'école, le conseiller pédagogique, l'inspecteur et même l'acteur au niveau central. Donc, ça amène forcément à questionner et à revoir la façon dont
l'accompagnement pédagogique est conduit. Et ça, le Sénégal l'a travaillé. Vous verrez sur le site du programme ce qui a été fait au Sénégal, où on a fait recours à la démarche d'analyse des parties professionnelles pour voir comment on pouvait l'injecter dans les moments d'échange entre encadrés et encadrés pour redynamiser un peu le tout et rendre cela utile aux acteurs. Le troisième, c'était la question de l'identification et de la promotion des innovations au sein du système. Aujourd'hui, quand les systèmes éducatifs font face à une difficulté, la tendance dominante est de se tourner vers l'étranger, vers l'international, pour voir qu'est-ce qu'on fait ailleurs, quelles sont les solutions qu'on peut adopter. Alors que dans le même temps, quand on analyse les systèmes éducatifs, on voit qu'il y a des acteurs à l'intérieur du système qui parfois ont développé des réponses à ces problèmes qui marchent, et ces réponses marchent pour leur contexte. Et donc, il y a peut-être besoin d'abord de les repérer, d'être au courant que ces initiatives-là existent. Ensuite, de réfléchir autour pour voir si la solution développée peut être améliorée et répondre à la même problématique aux acteurs situés à d'autres lieux du système éducatif. On a développé ça avec le Niger. Les écoles normales de Niamey et Tawa ont ainsi pu développer une approche d'enseignement qui a la capacité de régler les problèmes d'absentéisme des enseignants, de temps d'apprentissage, d'attention accordée aux élèves à difficulté, de la gestion des élèves, des classes à élèves de profils très différents. Je voyais dans le chat, on parlait des enfants déplacés des écoles fermées au Niger. Effectivement, il y a des écoles qui ont dû recueillir des enfants déplacés et des enseignants se sont retrouvés avec des enfants de 8 ans dans la même classe que des enfants de 16 ans. Et on sait que c'est des âges très différents où il faut s'exprimer. On peut pas s'exprimer de la même façon. Il y a une façon de les gérer. Donc, cela a été travaillé par les écoles normales du Niamey et Tawa. Une autre problématique qui a été étudiée, c'est celle de l'innovation, rapprocher la recherche de l'éducation. Aujourd'hui, au niveau national, on a beaucoup d'instituts de recherche qui travaillent sur des questions éducatives, mais les thèmes qu'ils analysent ne sont pas des thèmes dont le ministère de l'Éducation a besoin. Et donc, on a fait un travail au Togo, ça c'est au Togo, pour voir comment on pouvait permettre au ministère d'exprimer ses besoins en recherche aux instituts de recherche pour que justement il y ait ce travail et que les solutions soient véritablement utilisées par le système. Voilà un peu les 4 qui ont été développés dans les autres pays. Il y a 2 autres pour lesquels on n'a pas encore travaillé, mais qui vont venir. C'est celui de renforcer le dialogue et la concertation au sein du système éducatif. Et le dernier, c'est améliorer le suivi de la planification de l'éducation au niveau déconcentré. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Émilie, Moussa, 30 secondes. Je pense que Patrick a tout Désolé, dit, hein. c'est bon pour moi. Il a tout dit, j'ai déconnecté un peu. Est-ce qu'il a répondu à la question sur le partage d'expérience? Ah non, non. Voilà, Vas-y. j'étais plus sûre, mais C'est- donc comme ça on peut conclure là-dessus. En fait, le programme donc a travaillé directement avec 8 pays et il y avait tout un autre ensemble de pays qui étaient accompagnés, mais plus dans une optique de partage d'expérience entre ces 8 pays et les autres pays d'Afrique subsaharienne. Et donc du coup, à intervalles réguliers, on avait l'habitude et on a toujours l'habitude d'organiser des ateliers régionaux de partage d'expérience, justement, où du coup, les pays qui ont participé au programme, les pays qui n'y ont pas participé, peuvent échanger. Et donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de construire au fil des années du programme, cette forme de communauté de pratique, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, il y aura notamment notre dernier atelier de partage d'expérience qui aura lieu très bientôt avec les pays bénéficiaires du programme. Voilà. Merci beaucoup, Patrick, Émilie et Moussa, pour votre intervention et votre participation dans ce webinaire dans le cadre de ce cours spécialisé. C'est vraiment très intéressant. Et je me disais que peut-être ce serait bien de faire un webinaire ouvert à tous sur votre programme en général. Pas simplement dans le cadre de ce cours, mais peut-être aussi à l'extérieur, sur les 8 pays. Je pense qu'il y a énormément de questions. Je vois des mains levées. Oui. Je pense on a des participants qui sont un peu frustrés. Je suis vraiment désolée. Nous devons Oui. finir maintenant. En tout cas, Non, la mais ce qu'on peut présentation. dire,
Ce qu'on Oui, peut dire à ces participants, vraiment, c'est de laisser les questions dans le chat parce que nous, on fera l'effort de répondre à toutes ces questions dans un document qui leur sera renvoyé par la suite. Ce sera déjà un début plutôt que rien. Et voilà. aussi, la présentation La PowerPoint vous sera présente. envoyée et vous aurez Voilà. aussi notre contact à Patrick, Moussa et moi et nos adresses email. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez aussi nous contacter sans problème. On est disponible pour répondre à vos questions. Mhm. Merci beaucoup. Et ce webinaire est enregistré dans les deux langues et nous allons vous partager aussi le lien vers ce webinaire. Donc, une nouvelle fois, je souhaiterais vraiment beaucoup vous remercier à tous les trois pour la présentation de ce webinaire. C'est vraiment très intéressant et aussi pour la contribution donc, par rapport au suivi, par rapport aux réponses aux questions de ce webinaire. J'en profite aussi pour remercier toute mon équipe, hein, toutes les personnes qui travaillent aussi avec moi dans le cadre de ce cours. J'ai envie de les nommer, Laura, Yonju, Amaranta, Mélina, Ludivine, Remena et bien sûr Béatrice. Et tous les autres collègues que peut-être j'ai oublié de mentionner. Je souhaiterais aussi vous remercier à tous participants. Vous avez été extrêmement actifs hein, et c'est important. Nous sommes une communauté d'échange et c'est important de savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans les autres pays. Et nous allons avoir un questionnaire de satisfaction par rapport à ce webinaire. Donc, je vais vous demander d'y répondre. C'est un questionnaire qui est tout à fait anonyme. Il n'y a que quelques questions. Donc, s'il vous plaît, répondez-y. C'est important pour nous afin de nous améliorer ou continuer ce type de webinaire. Et je vous dis à tous à très bientôt et peut-être à ceux qui le souhaitent à l'année prochaine hein, pour le prochain cours spécialisé donc sur l'utilisation des données d'apprentissage pour l'ODD 4 en 2025. J'en profite pour inviter Émilie, Moussa et Patrick à nous refaire encore une présentation l'année prochaine. Voilà, bah, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne. Ils ont dit oui, j'ai la preuve. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine et je vous remercie encore et merci aussi à nos interprètes qui étaient avec nous et merci à tous. À bientôt. Merci, merci, merci à tout Ok. le monde. Merci à tous Merci. Merci et à beaucoup. Au toutes. revoir Au et Au une revoir. bonne revoir. journée à Merci. tous. Merci.